19h, bonsoir à tous. C'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Adoption d'une décision sans vote sur le Sahara occidental pour la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales de la décolonisation hier soir. Les détails dans quelques instants. Le Maroc sous pression entre manifestations populaires et crise sociale. Le pays fait face à une contestation croissante alimentée par des problèmes de corruption, de chômage et de pénurie d'eau et d'énergie. Une situation d'autant plus complexe en raison de l'état de santé du roi Mohamed VI. Dans notre dossier agriculture, nous parlerons de la saison labourse-maille à Djelfa où beaucoup d'efforts sont déployés pour assurer le succès de la saison. Avant d'évoquer l'importante production de dattes enregistrées à Ouessouf au grand bonheur des agriculteurs et des consommateurs. Backyard en pleine forme, demain sera le grand jour pour une compétition d'endurance palpitante qui mettra à l'épreuve le courage et l'effort de tous les participants à Alger. Les athlètes se préparent mentalement et physiquement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté hier soir, lors de sa 79e session de haut niveau, une décision sans vote sur le Sahara occidental. En se référant à la clause liée à l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples décolonisés, aborde la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation. Les détails ce soir avec Yanis Abdelkassem. En adoptant une décision sans vote sur le Sahara occidental, en se référant à la clause liée à l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, donne une nouvelle gifle au Marzen. Prenant acte du rapport du secrétaire général de l'ONU en date du 24 juillet 2024, soumis à la présente session de l'Assemblée générale, dans lequel il a affirmé que la 4e commission relevant de l'Assemblée générale et le comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, la question du Sahara occidental a été abordée comme une question de décolonisation. La commission rappelle toutes les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité internationale sur le Sahara occidental. Dans sa décision, la Commission réaffirme le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et à la décision 1514 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 relative à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Aussi l'a-t-elle souligné la responsabilité des Nations Unies envers le peuple du Sahara occidental, exhortant le comité des 24 à poursuivre l'examen de la situation au Sahara occidental en tant que territoire à décoloniser et de soumettre un rapport y afférent lors de la 80e session de l'Assemblée générale. Elle a également appelé le secrétaire général à soumettre un rapport sur la mise en œuvre de cette décision à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec le MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, a souligné que la résolution adoptée par la 4e commission réaffirme comme chaque année le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 de l'Assemblée générale relative à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Ce qui constitue une réponse forte et claire aux tentatives de l'État occupant marocain visant à atteler la nature juridique de la question sahraoui par la répétition des mêmes mensonges et allégations fallacieuses en faisant appel à des mercenaires pour relayer sa propagande coloniale devant la 4e commission. Cela constitue également une réponse claire aux positions de certains partis soutenant l'occupant marocain et sa politique expansionniste, ainsi qu'aux tentatives visant à porter atteinte au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, à sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, ainsi qu'au respect de l'intégrité territoriale de son territoire.
Comme chaque année, la question sahraoui a été fortement présente lors des débats de haut niveau de l'Assemblée générale où plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont exprimé le soutien clair de leur pays au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, tout en appelant à la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et à la fin du colonialisme dans cette dernière colonie d'Afrique. Pour rappel, l'ambassadeur algérien Ammar Benjama a dénoncé les manœuvres marocaines qui ne peuvent en aucun cas remplacer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, un principe maintes fois réaffirmé par les résolutions des Nations Unies. Dans ce contexte, Benjama a affirmé que l'évocation aujourd'hui du Sahara occidental et du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, c'est à cause des violations massives des droits fondamentaux de la population sahraoui commises par le Maroc. De nombreux pays ont exprimé les mêmes positions lors des séances de la 4e commission dont les travaux ont débuté le 3 octobre. Ce revers constitue un nouveau coup dur pour le Makhzen, déjà éprouvé par une série d'échecs diplomatiques sur la scène internationale. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Rachid Bledhen, a rejeté dans des termes clairs et non équivoques le chantage exercé par le Maroc sur le Haut Commissariat pour les réfugiés et les autres agences humanitaires, dénonçant les arguments fallacieux et sans fondement dont use ce pays pour bloquer le travail de cette organisation onusienne. Rachid Bledhen s'est demandé à l'occasion pourquoi ce pays qui prétend à la marocanité du Sahara occidental et de son peuple fait tout pour étrangler cette population chassée de son territoire et qui a trouvé refuge en Algérie en la privant de l'aide et de l'assistance du HCR et des autres agences humanitaires, une assistance dont elle a besoin au même titre que tous les autres réfugiés dans le monde. Réitérant le soutien et la confiance de l'Algérie au HCR, l'ambassadeur Bledhen a rappelé que tous les documents élaborés obéissant à la légalité internationale continueront à l'être à l'avenir. Et c'est sur cette base que l'Algérie s'est prononcée en faveur de l'adoption du budget par consensus, comme ce fut le cas durant toutes les années écoulées. Et c'est également pour toutes ces raisons qu'elle votera en faveur de ce même budget destiné à alléger les souffrances des millions de réfugiés et déplacés dans le monde. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé que son chef Yahya Sinwar est tombé en martyr dans une attaque sioniste à Rafah au sud de la bande de Gaza, ravagée par une agression génocidaire menée par l'occupant depuis plus d'un an. Un responsable du Hamas a déploré la mort du grand chef Yahya Sinwar, qui était un homme politique palestinien né le 29 octobre 1962 à Khan Younes dans le sud de l'enclave. Yahya Sinwar a eu un long parcours au sein de Hamas. Il avait été désigné début août à la tête du bureau politique de la résistance en remplacement d'Ismaël Haniyeh, assassiné le 31 juillet dernier dans un raid de l'armée de l'occupation sioniste mené à Téhéran après sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. L'avenir du Maroc est de plus en plus incertain, notamment en raison des préoccupations croissantes autour de l'état de santé du roi Mohamed VI. La situation est d'autant plus complexe que le monarque fait face à une contestation grandissante au sein de la population qui critique à la fois son leadership et la gouvernance du pays. Les manifestations nocturnes qui se multiplient à travers le pays illustrent un rejet croissant d'un système répressif, mais aussi archaïque. Yasmina Messaoudi. Le régime du Makhzen est en pleine crise et la détérioration de la santé de Mohamed VI ne fait qu'accentuer cette réalité. Le monarque, dont l'autorité est déjà contestée, est de plus en plus perçu comme un symbole d'un système autoritaire déconnecté des aspirations du peuple. Selon des sources proches, le roi serait très malade et se trouve dans l'incapacité de parler ou de signer des documents. Une situation qui le contraint à réduire encore son activité déjà limitée. Sa faiblesse physique renforce l'impression d'un pouvoir qui s'effrite, incapable de répondre aux besoins urgents d'une population confrontée à des injustices croissantes. La détérioration de l'état de santé de Mohamed VI reflète l'état du Makhzen, un régime agonisant. Ni Mohamed VI ni son fils sont en mesure de gérer le pays. D'ailleurs, les activités de Mohamed VI qui sont diffusées sont montées en faux direct. C'est de cette façon qu'ils induisent les Marocains en erreur. L'état de santé de Mohamed VI ne fait qu'empirer, en témoigne la diminution de ses sorties en public. L'immolation du jeune Marocain Ayoub, tragique symbole de désespoir, illustre la colère d'une jeunesse lassée par un régime qui accapare les richesses du pays pour une élite restreinte. Les manifestations qui éclatent à travers tout le territoire marocain témoignent d'un rejet massif d'un système perçu comme néo-féodal et répressif. Le peuple, qui réclame des réformes significatives, est de plus en plus conscient de l'inégalité et de la corruption qui gangrènent la société.
L'incapacité croissante de Mohamed VI à gouverner efficacement soulève de sérieuses interrogations sur l'avenir de la monarchie, confrontée à une contestation populaire qui ne cesse de croître et suscite de plus en plus les interrogations de la presse internationale, à l'image du journal espagnol El Confidencial, qui met en doute les capacités de Mohamed VI à mener le pays à bon port. Le régime du Marzen continue de faire face à une grogne populaire persistante en raison de son incapacité à répondre aux nombreuses revendications citoyennes. À cela s'ajoutent les scandales de corruption qui gangrènent les institutions ainsi que des crises d'eau et d'énergie qui aggravent les conditions de vie des habitants. La situation au Maroc est jugée alarmante avec des perspectives de stabilité de plus en plus incertaines. Badia Amarni. Gangréné par le chômage et la corruption, en plus des crises récurrentes de l'eau et de l'énergie, mais également un système de retraite au bord de la faillite, le régime du Marzen ne sait plus où donner de la tête. Selon un organisme marocain, le gouvernement d'Arnouch a du mal à trouver des solutions adéquates afin de reconquérir la confiance des citoyens. L'Observatoire du travail gouvernemental au Trago a mis l'accent sur les préoccupations majeures auxquelles le gouvernement marocain fait face, entre autres, l'eau dont la crise s'aggrave en raison des changements climatiques et de la rareté des ressources hydriques. Selon Otrago, la demande en eau pourrait augmenter de 30% d'ici l'année 2030, chose qui entraînera plus de pression sur cette ressource vitale. Dans ce même rapport, l'Otrago fait état d'un taux de chômage national de près de 14%, avec une incapacité à créer des postes d'emploi pour les jeunes. Une nette augmentation du nombre de jeunes sans formation ni éducation est inquiétante. Ce problème touche plus d'1,5 million de jeunes au Maroc. La situation est plus grave dans le secteur agricole où l'on recense plus de 160 000 postes perdus des suites de la sécheresse et des crises économiques successives. Concernant la corruption, l'Otrago qualifie ce phénomène de véritable ogre affamé, coûtant plus de 50 milliards de dirhams annuellement aux caisses de l'État. Sur un autre chapitre, la réforme des retraites représente pour l'État un chantier épineux. Selon l'Otrago, le système de pension civile est menacé de faillite d'ici 2028, ce qui nécessite une solution des plus rapides. Les propositions formulées par le gouvernement sont aux yeux des syndicats insuffisante. À tous ces dossiers épineux vient se greffer la grogne sociale accentuée par l'augmentation des prix et l'inflation. Le document de l'Otrago qualifie la situation au Maroc d'alarmante. D'ailleurs, il ne se passe pas un jour sans que les citoyens et différents corps de métier n'investissent les rues pour exprimer leur mécontentement devant une situation de précarité et de la cherté des prix des produits alimentaires et de l'énergie, ce qui affaiblit le pouvoir d'achat des citoyens. Beaucoup de Marocains préfèrent ainsi braver la mer pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée à la recherche d'une meilleure vie. Au volet agriculture, on vous parle ce soir des efforts qui sont déployés pour assurer le succès de la saison des labours semailles dans la wilaya de Djelfa. Les autorités locales, en collaboration avec l'État, apportent un soutien important aux agriculteurs, notamment en fournissant des semences de qualité ainsi que des engrais nécessaires aux cultures. Une assistance qui vise à améliorer non seulement les rendements quantitatifs, mais aussi la qualité des récoltes, de quoi renforcer la sécurité alimentaire et stimuler l'économie locale. Yasmine Massaoudi. Une saison agricole prometteuse s'annonce pour les agriculteurs à Djelfa. Ou du moins, c'est le souhait des agriculteurs de la région qui tablent sur une bonne récolte, grâce notamment à la disponibilité des semences, des engrais et des équipements. En sus, des conseils sur les techniques modernes de culture prodiguées par les services agricoles. Le coup d'envoi de la saison agricole 2024-2025 a été donné. L'exploitation agricole où nous nous trouvons est dédiée à la céréaliculture et aux cultures fourragères. L'OAIC nous approvisionne en semences et notre objectif est d'atteindre un rendement de plus de 60 quintaux à l'hectare. Les surfaces irriguées par système d'irrigation à pivot central devraient nous permettre d'atteindre l'autosuffisance. Nous visons une production de 70 quintaux à l'hectare lors des opérations de labour semaille. Une fois le travail accompli, nous pourrons optimiser les semences et améliorer leur qualité. Avec de bons engrais et les équipements adéquats, nous espérons obtenir une récolte de blé de haute qualité. L'État accompagne les agriculteurs en raccordant les exploitations agricoles au réseau électrique et à l'eau. Grâce à ce soutien, nous espérons atteindre un rendement de plus de 60 quintaux à l'hectare.
Les services agricoles assurent un suivi rigoureux et un soutien continu pour les agriculteurs. L'objectif est d'encourager l'adoption de techniques modernes de culture et d'élargir les surfaces irriguées. Des mesures à même de garantir des récoltes de haute qualité en quantité significative. Ce travail s'est intensifié avec le lancement de la saison de la bourse-maille. Nous avons lancé aujourd'hui les opérations de la bourse-maille. Nous comptons couvrir une superficie de 67 740 hectares. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de la wilaya. Les semences et les engrais sont disponibles en quantité suffisante. De plus, 9 800 permis de forage ont été délivrés dans la wilaya. Tous les moyens sont donc réunis pour que les agriculteurs de Djelfa réussissent leur saison agricole, eux qui aspirent à contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. Une importante production de dattes est enregistrée dans la wilaya de Oued-Souf au grand bonheur des agriculteurs et des consommateurs. La campagne de collecte bat son plein et comme à l'accoutumée, une partie de cette production est destinée à l'exportation, notamment en Europe où ce fruit est très prisé par les consommateurs. Bédéa Marni. Comme chaque automne, la vallée de Ouadrir vit au rythme de la cueillette des dattes. Comme c'est le cas à El Oued, les agriculteurs ont entamé leur campagne tambour-bâton à travers toutes les exploitations agricoles de cette région. Les régimes arrivés à maturité sont coupés soit manuellement, soit à l'aide d'une machine. Nous sommes mobilisés pour la cueillette qui se fait parfois à la main et d'autres avec une machine. Une fois à maturité, le régime ne doit pas rester sur le palmier. Nous grimpons sur le palmier pour couper les régimes et les nettoyer. Nous avons hérité ce métier de nos parents et il faut le préserver. Nous avons entamé la cueillette des dattes simultanément avec l'opération de tri avant de commercialiser le produit destiné au marché local et également à l'exportation. Pour l'année en cours, les rendements sont importants au niveau des palmeries d'El Oued et ce grâce au soutien et à l'accompagnement des services agricoles concernés. اليوم كما تعرفوا الجزائر فيها حوالي 18 مليون نخلة. L'Algérie compte environ 18 millions de palmiers dattiers pour une production annuelle oscillant entre 1 200 000 à 1 300 000 tonnes de dattes. L'État accorde beaucoup de facilitations aux exportateurs, ce qui encourage les agriculteurs à produire de grandes quantités. Les opérateurs économiques sont appelés à investir dans le créneau de transformation des dattes. المتعاملين الاقتصاديين لازمهم يدخلوا في الصناعات التحويلية. Avec 2 millions de palmiers dattiers répertoriés au niveau des oasis de Oued-Souf, la phéniciculture devrait être boostée grâce notamment à la création de 7 entités économiques versées dans le traitement, la transformation, l'emballage et le conditionnement des diverses variétés de dattes. À l'occasion d'Octobre Rose, une campagne de sensibilisation au cancer du sein s'est déroulée sur 3 jours avec un focus particulier sur la prévention au sein des institutions. Hier, le directeur général de la télévision publique algérienne, Mohamed Barali, accompagné de la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, a rendu hommage au personnel médical qui s'est mobilisé pour prodiguer des conseils et orientations essentielles. Une initiative pour honorer par la même occasion les personnels des médias qui participent à la campagne de sensibilisation du Croissant Rouge algérien. La télévision algérienne poursuit son engagement pour Octobre Rose à travers des actions de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. À Drar, une journée dédiée à l'autopalpation et aux avancées des traitements et réunit autorités locales et professionnels de la santé. Une campagne nationale qui vise les zones les plus reculées du pays. Bédéa Marni. Dans sa mission de service public, la télévision algérienne EPTV accompagne le programme d'Octobre Rose pour le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, et ce à travers des reportages riches et variés, de même que des programmes de sensibilisation. Il est important pour un système de santé d'être bâti sur la prévention et non pas seulement sur les traitements. La sensibilisation joue un rôle important dans la prévention de cette maladie.
Une journée de sensibilisation est justement organisée par l'entreprise publique de télévision en coordination avec le Croissant Rouge algérien et les autorités locales de la wilaya d'Adrar. L'occasion était donnée aux participants d'être à jour par rapport aux avancées dans les traitements anti-cancer. L'accent a également été mis sur l'importance de l'autopalpation. Cette maladie touche beaucoup plus les femmes et 1% des hommes. C'est pourquoi nous organisons chaque année des campagnes de sensibilisation au niveau de notre wilaya. Nous avons lancé la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein. Un programme riche a été tracé et des caravanes de sensibilisation ont été lancées à destination des ressorts de la wilaya. La télévision algérienne veille ainsi à l'éducation sanitaire à travers ses programmes de sensibilisation diffusés dans ses différentes chaînes. Du sport à présent avec du football. Le Mouloudia d'Alger est le nouveau leader du championnat national de Ligue 1 après sa victoire sur le terrain. Le US Marchenschla sur le score d'1-0 dans un match comptant pour la 5e journée. Toujours pour le compte de cette 5e journée, l'Olympique Arbou et l'AS Ochlef ont fait match nul 0 partout. Demain sera le grand jour pour le Backyard à Alger, une compétition d'endurance palpitante qui mettra à l'épreuve le courage et l'effort de tous les participants. Les athlètes se préparent mentalement et physiquement également pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils auront à faire preuve de détermination et de résilience pour surmonter les nombreux défis. Reportage Sarah Dalbel. Pour la première fois, une Backyard Ultra en Algérie. 15 athlètes se préparent pour cet événement international et pour eux aussi, ça sera une nouvelle expérience. Créé par un Américain, c'est Lazarus Lake. Le concept consiste à faire une boucle de 6,7 km que l'on répète chaque heure. C'est un départ chaque heure jusqu'à épuisement. Mais pourquoi 6,7 km en une heure ? C'est la distance qui existe autour de la propriété du créateur de cette course. Ça fait 6,7. Des entraînements collectifs sont programmés quotidiennement et sont minutieusement orchestrés, où l'esprit d'équipe est au cœur de leur préparation. On est entraîné par un esprit qui nous rassemble, donc on est en compétition avec 64 autres pays. On est en compétition entre nous, on va le dire. Néanmoins, le principe de la course est qu'il faut faire son maximum individuellement pour que tout le groupe puisse aller le plus loin possible. C'est une première. Donc, واش راح نجريو ما نعرفوش. ما فين نجريو on a fait des ultras, des 100 km, des 24 heures. Mais هاد la course ما نعرفوهاش خاطر c'est une course spéciale. Et pour la sécurité de tous, la présence d'un médecin est primordiale. Le rôle d'une équipe médicale, c'est d'accompagner justement les athlètes au cours de la course, évaluer leurs compétences pendant la course et dire qu'ils peuvent continuer ou non. C'est déjà l'accompagnement qui est le plus important. Parmi eux, Younsi Saïda, 65 ans, est une passionnée de course à pied et de nouveaux challenges. Le sport, ça m'a toujours passionnée et j'ai été très régulière quand mes enfants ont commencé à faire du sport. Et bon, eux ont arrêté, moi j'ai continué. Et ce que je trouve intéressant, c'est tous les challenges qu'on peut s'imposer. C'est aller à la découverte de nouvelles disciplines. Il faut bien croire que l'âge n'est qu'un chiffre pour cette doyenne des pistes et médecin de formation. Pour elle, la vie sans sport n'a aucun sens. Et donc la préparation, c'est être vraiment solidaire, tous les membres du groupe, pour essayer de garder la forme le plus longtemps possible, pour qu'on fasse le plus de boucles possible, tous ensemble. Bon, moi j'adore, hein, je suis excitée quand même de pouvoir me lancer là-dedans et j'espère vraiment qu'on tiendra le coup tous ensemble. Pour Saïda et tous les autres, cette course sera un autre défi parmi tant d'autres. Ils sont prêts à relever le défi et à représenter fièrement l'Algérie sur cette scène internationale. Venez accompagner ces gens-là, les encourager le jour samedi, Inch'Allah, le 19 octobre à 13h à la Marina Sablette. Soyez nombreux.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.